Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 5, Ella. Northampton, 18 mai 2008. Vaincue par la tension qui avait suivi la dispute avec David et Jeannette, Ella était si épuisée qu'elle dut arrêter sa lecture de Doux blasphème. Elle avait l'impression qu'on avait retiré le couvercle d'un chaudron en ébullition et qu'en sortaient des volutes de vieux conflits et de nouveaux ressentiments. Malheureusement, nul autre qu'elle n'avait soulevé ce couvercle, et elle avait tout aggravé en appelant Scott pour lui demander de ne pas épouser sa fille. Plus tard dans sa vie, elle regrettait tout ce qu'elle avait dit pendant cette conversation téléphonique. Mais en ce jour de mai, elle était si sûre d'elle et de la solidité du sol sous ses pieds qu'elle n'aurait jamais pu imaginer les conséquences désastreuses de son intervention. « Bonjour Scott, c'est Ella, la mère de Jeannette, » dit-elle d'un ton qui se voulait jovial, comme si elle appelait tous les jours la petite amie de sa fille. « Vous avez une minute ? » ?»« En quoi puis-je vous aider, madame Rubinstein ?» bredouilla Scott, surpris mais toujours aussi poli. D'un ton non moins civilisé, Ella lui dit que, bien qu'elle n'ait rien contre lui personnellement, il était trop jeune et manquait trop d'expérience pour épouser sa fille. Même si cet appel le contrariait aujourd'hui, ajouta-t-elle, un jour, dans un avenir pas si lointain, il comprendrait son intervention et irait jusqu'à la remercier de l'avoir mis en garde à temps. En attendant, elle lui demandait de laisser gentiment tomber l'idée d'un mariage et de ne pas faire état de leur conversation. Suivit un silence épais, dense. « Madame Rubinstein, je crois que vous ne comprenez pas, » dit Scott quand il retrouva sa voix. « Jeannette et moi, nous nous aimons. » Ça recommençait. Comment des gens pouvaient-ils être assez naïfs pour croire que l'amour leur ouvrirait toutes les portes ? Ils voyaient l'amour comme une baguette magique qui pouvait tout arranger par miracle. Mais Ella ne dit rien de ses pensées. « Je comprends ce que vous ressentez, croyez-moi, c'est vrai. Mais vous êtes trop jeune, et la vie est longue. Qui sait si demain vous ne tomberez pas amoureux de quelqu'un d'autre ? » Madame Rubinstein, je ne voudrais pas paraître grossier, mais ne croyez-vous pas que cette règle s'applique à tout le monde, y compris vous ? Qui sait si demain vous ne risquez pas de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ? Elle rit plus fort et plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Je suis une femme mariée. J'ai fait un choix pour la vie, mon époux aussi, et c'est exactement ce que je tente de vous expliquer. Le mariage est une décision sérieuse qui doit être soigneusement soupesée. Êtes-vous en train de me dire de ne pas épouser votre fille que j'aime parce que je risque d'en aimer une autre encore anonyme dans un avenir indéterminé ? La conversation s'envenima à partir de là, pleine de détresse et de déception. Quand ils raccrochèrent, elle prit la direction de la cuisine et se plongea dans ce qu'elle faisait toujours dans les périodes de bouleversement émotionnel. Elle se mit à cuisiner. Une demi-heure plus tard, elle reçut un appel de son mari. « Je n'arrive pas à croire que tu aies appelé Scott pour lui demander de ne pas épouser notre fille. Dis-moi que c'est pas vrai. »« Oh, les nouvelles vont vite, chérie, laisse-moi t'expliquer. » Mais David ne lui en laissa pas le temps. « Il n'y a rien à expliquer. Ce que tu as fait était mal. Scott l'a dit à Jeannette et notre fille est bouleversée. Elle va habiter chez des amis quelques jours. Elle ne veut pas te voir avant un moment. Et je dois dire que je la comprends. » Ce soir-là, Jeannette ne fut pas la seule à ne pas rentrer à la maison. David envoya un texto à sa femme pour l'informer d'une urgence soudaine. Aucune explication sur la nature de cette urgence. Ça ne lui ressemblait pas. Et c'était très loin de l'esprit de leur mariage. Il pouvait flirter avec une femme après l'autre, il pouvait même coucher avec elle, dépenser de l'argent pour elle, mais jusqu'à présent, il était toujours rentré prendre place à la table familiale à l'heure du dîner. Quel qu'ait été leur différend, elle avait toujours fait la cuisine et il avait toujours mangé, avec plaisir et gratitude, tout ce qu'elle lui mettait dans son assiette. À la fin de chaque dîner, jamais David ne manquait de la remercier.
un merci venu du cœur qu'elle considérait toujours comme une excuse codée pour ses infidélités. Elle lui pardonnait, toujours. C'était la première fois que son mari agissait avec autant de sans-gêne, et Ella savait qu'elle était responsable de son attitude. Mais il fallait savoir que culpabilité était le second prénom d'Ella Rubinstein. Quand elle s'assit à la table avec ses jumeaux, la culpabilité céda le pas à la mélancolie. Elle résista aux suppliques d'Avi qui voulait commander une pizza et aux tentatives d'Orly pour ne rien manger du tout, et les contraignit tous deux à mâcher le riz sauvage aux petits pois et le pain de viande glacé à la moutarde. Si en surface elle était la même mère protectrice et inquiète, elle sentait monter en elle un désespoir qui laissait dans sa bouche un goût amer, comme de la bile. Le dîner terminé, Ella resta seule assise à la table de la cuisine et trouva le calme autour d'elle lourd et déstabilisant. Soudain, les mets qu'elle avait cuisinés, résultat de plusieurs heures de travail, lui parurent non seulement fades et ennuyeux, mais facilement remplaçables. Elle s'apitoya sur son sort. À 40 ans, quel gâchis qu'elle n'ait pas tiré plus de la vie. Elle avait tant d'amour à donner, et personne ne le lui demandait. Elle repensa à doux blasphème, intriguée par le personnage de Shams de Tabriz. Ce serait sympa d'avoir quelqu'un comme lui dans le coin, plaisanta-t-elle. Jamais une heure d'ennui avec ce genre de gars. Soudain, l'image qui lui vint à l'esprit fut celle d'un homme grand, brun, mystérieux, avec un pantalon en cuir, une veste de moto et des cheveux noirs jusqu'aux épaules, à cheval sur une Harley Davidson, ornée au guidon de franges multicolores. L'image la fit sourire. Un motard soufi, beau et sexy, filant sur une autoroute vide. Est-ce que ça serait pas formidable d'être prise en stop par un type pareil ? Elle se demanda alors ce que Shams aurait vu dans les lignes de sa main. Lui aurait-il expliqué pourquoi son esprit se tournait de temps à autre vers un ensemble sinistre de pensées sombres ? Ou la raison pour laquelle elle se sentait si seule alors qu'elle avait une si grande famille aimante ? Et quelles étaient les couleurs de son aura ? Était-elle vibrante et audacieuse ? Y avait-il eu quoi que ce soit de vibrant et d'audacieux dans sa vie ces derniers temps ? Ou autrefois ? C'est à cet instant précis, assise à la table de sa cuisine, éclairée seulement par la petite lampe du four, qu'elle se rendit compte que, en dépit de tous les mots ronflants qu'elle utilisait pour le nier, en dépit de sa capacité à garder sa dignité, tout au fond d'elle, elle aspirait à l'amour.